l'émission a commencé. Ah ouais, merde, c'est vrai. Le temps que j'arrive, balance le générique. Oyez, oyez, gentils mesdames, oiseaux. Bienvenue dans Komoreri raconte sa vie, épisode 1. Voilà le menu avec les timecodes de chaque partie. Donc n'hésitez pas à aller sur les parties qui vous intéressent et à laisser les autres en plan. Allez, go! En fait, je vais faire des critiques donc assez rapides et assez concises. Donc elles sont peut-être pas assez poussées. Si vous voulez plus de détails sur des mangas, films, des séries qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter ou sur mon blog qui sont en description. Allez, bon visionnage! Et nous voilà sur la partie manga. Du coup, nous avons 10 mangas à traiter. Et comme ça va de temps, on commence dès maintenant. Tome 5 de Koichi. C'est en fait l'histoire d'un robot qui cherche à vivre sa vie convenablement comme son père lui a expliqué, sauf qu'il doit faire face à la façon de penser qui est bien différente de ses frères et sœurs qui ont été clonés sur lui. Dans ce tome-là, il continue son combat contre un de ses frères qui a dédoublé son corps 10 fois. Et bah, ça va pas être facile. Le Tanaka fait preuve de stratégie, de volonté et de tous les éléments qui manquent au robot pour devenir pleinement humain et fort. Parce qu'en fait, la force des robots ne passe pas par l'amélioration de leur corps ni de leur intelligence artificielle comme le souhaitait Gon, donc son frère, mais bien par la création d'une volonté de protéger quelqu'un, par exemple, ou quelque chose comme ça, pour devenir plus fort. Évidemment. Bref, du très bon, moi j'ai bien aimé, puis ça se lit facilement quoi. Par rapport au premier tome qui était sacrément dur à lire, celui-là, c'était très bien. Alors, Prisonnier Riku, tome 3 et 4. Donc suite au pack découverte d'Akata, qui offrait le tome 2 avec le tome 1, je me suis lancé dans cette série, qui est putain de trop bien. Là du coup nous avons... Qu'est-ce qui se passe dedans? Ben c'est pratiquement que la bataille contre Tsubaki, là qui est sur cette couverture. Et vraiment, tout le monde essaie de faire sa propre loi sur cette prison, mais Riku, qui est le seul enfant qui a de l'espoir, il va en redonner à tout le monde, avec la lueur d'espoir pour tout le monde, à faire évoluer les choses dans la prison. Il est vraiment super fort. J'adore cette série. Shinobu Shiguchi est super impressionnant pour retranscrire la psyché de l'homme, mais genre ses différentes facettes au sein même d'une prison, et genre s'en servir pour faire évoluer ce qui se passe et faire découvrir le monde à tout le monde. Bref, une pépite qui a genre que 38 tomes au final, donc jetez-vous dedans. One Piece Party, tome 4. C'est la série parodique de One Piece qui était exceptionnelle mais assez sympa au début parce qu'il jouait avec les codes de One Piece et nous servait des blagues très drôles. Sauf qu'au bout de 4 tomes, et en fait à chaque tome il recycle les mêmes types de blagues, ils le font de la même façon tout le temps, donc c'est un petit peu lourd et donc c'est pas très bien. Autant au début ça pouvait aller, mais là 4 tomes à faire les mêmes blagues, ça commence à être un peu long. Il y a toujours quelques petites blagues qui marchent forcément, parce que sur 200 pages de blagues, s'il n'y en a aucune qui marche, c'est limite. Bon bref, pas peine de steriliser, c'est pas un essentiel. Seven Deadly Sins tome 33, c'est pas le 32, enfin c'est pas le 33, c'est le 32, parce que j'ai prêté le 33 à quelqu'un, et je tourne la vidéo alors qu'il me l'a pas rendu. Bref, c'est pas grave, on s'en fout, parce que le tome 33, il est ultra lourd sa race. Pourquoi est-ce qu'il est lourd? Eh ben tout simplement parce qu'il nous dessert encore un moment épique entre Meliodas et Ban, sur la moitié du temps on va dire, qui ont un voyage obligatoire qui est juste exceptionnel. Genre c'est grâce à la force de leurs sentiments qu'ils arrivent à revenir correctement, tout ça. Et c'est grave stylé. Ils rencontrent des nouveaux personnages, un qu'ils connaissaient déjà plus ou moins et qui semble plutôt fort et qu'on sait pas trop comment s'en sortir avec, et un qui est sympa et qui risque d'ouvrir de bonnes possibilités. Et de l'autre côté, on a le groupe qui affronte Estarossa, on a la révélation sur sa véritable identité, qui a été teasée depuis pas mal de temps dans le manga, donc c'est bien, il répare ses coups, mais bon du coup c'était assez évident. Ça n'empêche pas que certains personnages prennent leurs responsabilités pour essayer de l'affronter, comme Gouter, ce qui est vachement stylé.
Parce que bien que ce soit pas mon préféré, il est quand même pas mal quand il essaye de faire des vraies choses. Voilà, bref, que dire de plus, ça annonce que du lourd pour la suite. Hein. La fin du purgatoire qui risque d'être assez difficile vu qu'ils sont face à un ennemi impossible à battre. Et dans le monde réel, où ils sont face à un ennemi pas mal balèze, et qui sont pas beaucoup, et blessés. Ensuite, Kingdom tome 19, 20, 21 et 22. Donc ces 4 tomes nous présentent un même arc, celui de la guerre contre Zhao, et cet arc est trop bien. On a enfin genre un vrai trio de personnages assez balèzes qui sont promus et qui genre le trio fonctionne vachement bien. Genre ils s'entraident, en même temps ils sont rivaux, du coup ils s'améliorent les uns les autres, tout ça, ils s'entraînent dans les bons coups. Bref, c'est vachement sympa d'avoir ce trio. Ensuite, on a des anciens généraux qui sont vachement stylés, genre comme Rempa. En fait, on se rend compte dans ces tomes-là que la vieille génération commence plus ou moins à disparaître des champs de bataille pour laisser place d'abord à leur soutien, comme Kanki, qui est putain énormément stylé. Merde. Ou Rinko, qui a quelques problèmes maintenant pour être fort, alors c'est pas grave. Et qui ensuite laisse place à la dernière génération. Bref, du coup, on a de la guerre ultra lourde avec plein de stratégies, surtout dans les derniers tomes. On a des personnages qui sont toujours un peu indestructibles, mais c'est le jeu qui veut ça, notre plus 7, c'est pas très grave. Ça ne change pas le plaisir de voir les personnages évoluer, certains mourir, risquent voire avoir peur pour leur vie, et cette guerre est du feu de bois, ça ne se dit pas comme expression. Et enfin, le directeur de cette rubrique manga, le tome 8 de The Promised Neverland. Nous commençons l'arc Goldie Pound qui promet que du lourd, parce que on a Emma qui fait tout son possible pour sauver les gens et qui se rend compte qu'elle est inférieure aux démons intelligents, qui la prennent en chasse parce que c'est elle la plus balèze du groupe et du coup c'est elle qui donne le plus de frissons. On a un début de rapprochement avec le monsieur du refuge, grâce à Emma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a à la fin une grosse possibilité de révélation grâce à un personnage dont on avait déjà plus ou moins entendu parler de loin, et donc ça fait plaisir. Comment dire que cet arc est fascinant, étant donné genre, le côté féerique de décor et le côté horrifique des ennemis à affronter. Genre, un groupe de 8 démons intelligents face à quelques enfants, ça risque d'être un petit peu chaud, genre ils sont 9 les enfants qui se battent réellement, donc c'est pas beaucoup. Mais Emma et Rei et le mec du bunker ont découvert les points faibles des démons, et donc sont capables de les affronter, même si ça ne sera pas chose aisée. Du coup, en suspense, on a la guerre à Goldie Pound qui arrive, l'arrivée d'alliés à Goldie Pound, et Emma avec un nouveau personnage qui s'appelle Lucas, qui vont aller vers les révélations de William Minerva. Allez, c'est tout pour la partie manga de cet épisode. On se dit au mois prochain. Komoribi, out! Hey! Bienvenue sur la partie série de cet épisode. Aujourd'hui, il y a pas mal de séries. Parce que j'ai pas mal regardé de séries, hein, logique, tu vois. Comment dire que du coup, on va commencer. Donc, tout d'abord, j'ai regardé Game of Thrones saison 5 à 8, parce que j'ai regardé 1 à 4 le mois précédent. Et comment dire que c'est beaucoup moins bien, hein. Parce que les saisons 1 à 4 c'est mes 4 préférés, et 5 et 8 c'est les 4 que j'aime le moins. Parce que d'abord la 5, les personnages sont trop séparés, du coup je trouve que c'est pas du tout intéressant, et que ce qui est intéressant c'est tu vois, les interactions, l'évolution des relations entre les personnages. Alors là ils sont tous séparés, déjà ça fait trop d'histoires, et du coup aucune qui avance vraiment, et du coup il y a aucune relation ni rien, c'est pas intéressant. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques scènes que j'ai vraiment beaucoup aimées, comme la marche de Cersei par exemple. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas terrible. Ensuite, la deuxième que j'ai moins aimée, c'est la saison 7. Je sais pas. C'était trop court, c'était que sur un seul sujet la saison. Alors certes, ça a permis, tu vois, de rassembler tout le monde autour d'un même sujet, donc de faire pas mal de discussions avec tout le monde, tu vois. Mais, je sais pas, il manquait quelque chose d'épique. C'était pas mauvais, c'était pas ennuyant comme la saison 5, mais c'était pas excellent comme les premières saisons.
Ensuite, celle suivante, c'est la saison 6, qui me va faire 4 épisodes qui m'ont beaucoup ennuyé au début. Puis les 6 derniers, ils m'ont tous fait kiffer, genre au niveau de la saison 4, donc ma saison préférée. Elle est là, parce que du coup, tu vois, avoir quasiment la moitié pas intéressant et la moitié trop cool, ça me paraît pas être super bien comme saison. Mais elle a vraiment de très très bons moments, en particulier l'épisode 10 que j'ai adoré, en particulier le passage sur Odor, et tout ça, il y a plein de très très bons éléments de la saison 6. Et enfin la saison 8, c'est celle que j'ai préférée des 4 que j'ai vues ce mois-ci. Je comprends pas pourquoi elle est autant décriée. Je pense que les gens avaient beaucoup trop d'attentes après tout ce temps de préparation de la saison. Mais je trouve qu'elle était tout à fait correcte, elle tenait tout à fait ses engagements. Certes, il y avait des trucs très très cons, mais en fait c'est le cas depuis le début de la série, hein, on va pas se le cacher. Et puis je sais pas, c'était sympa, il y avait la conclusion de plein de personnages, dont certains tu vois que j'adorais depuis le début et qui ont fallu le traitement qu'ils méritaient. Et ça fait plaisir. Non, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux, tu vois. Certes, ils auraient mis 2-3 épisodes de plus, ça aurait été sympa. Mais là, en 6 épisodes, c'est tout à fait correct ce qu'ils ont réussi à développer. Je vois pas de problème trop grand. Je sais pas. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire par exemple. Ensuite, ça pourrait être sympa. South Park, saison 22. La deuxième saison, où du coup c'est plus des épisodes solo comme avant, ni les épisodes fil rouge comme les saisons fil rouge comme il y a quelques temps. Moi j'aimais bien les deux formats, mais là, ce format-là est excellent. Donc c'est-à-dire qu'on a pas d'histoire générale, mais que les épisodes en fait ont une influence les uns sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en fait, tout ce qui s'est passé au cours de la saison dans chacun des épisodes, on le retrouve dans le dernier par exemple. Les doubles épisodes sont exceptionnellement drôles et tout ça. On retrouve plein d'anciens personnages, d'anciennes intrigues et ça fait plaisir. Il y a un personnage qui meurt et c'est triste, alors que pourtant on s'y est pas forcément attaché. C'est dingue. La vérité, cette saison était très réussie. Moi je trouve que South Park arrive bien à se renouveler, à se servir de l'actualité pour être drôle et frappant. Franchement, South Park, un petit gâteau comme on dit. La Petite Mort saison 2, que j'ai regardé sur YouTube au fur et à mesure, c'est une petite série par rapport à d'autres que je peux regarder, mais pourtant elle est tellement touchante. Genre c'est vraiment... en fait, t'as un enfant mort, alors la faucheuse tu vois, l'enfant, et pourtant c'est tellement touchant et tellement humanisé, c'est très très impressionnant. J'adore cette série, en plus la fin est particulièrement triste, tu t'y attends pas après avoir vécu cette saison là, et une belle réussite. The Undead saison 5, comment dire que j'avais commencé cette saison l'année dernière pendant que les épisodes sortaient, et que j'avais arrêté au bout de l'épisode 6 parce que j'en avais marre, parce que tous les épisodes c'était la même chose, parce qu'il y avait rien qui avançait, parce que les choses étaient revenues en arrière par rapport aux saisons précédentes, et que c'était relou. Mais comment dire que là, du coup, j'ai repris à l'épisode 7 et que j'ai tout regardé en quelques jours parce que c'était vraiment bien. Franchement, ça m'a pris. Genre, The Undead, c'est une série qui, tu vois, me fait mi-chaud mi-froid. Parce que la saison 1 a été sympa mais mettait longtemps à démarrer, la saison 2 j'ai adoré, la saison 3 a été horrible, et la saison 4 a été très bien. Et du coup, la saison 5 met longtemps à démarrer, mais finit très très bien. Genre, il y a eu pas mal de retournements de situation parce qu'il y a plein de personnages qui ont chacun leur propre façon de se battre. Genre, d'abord ils se battent pour eux-mêmes, puis après pour des personnes qu'ils aiment, puis après pour l'humanité entière. Donc forcément, avec chaque personnage qui n'ont pas le même degré de volonté, ça fait des camps qui varient souvent. Puis le dernier épisode quoi, je savais ce qui se passait, je savais qui allait mourir, mais je me suis fait avoir et j'ai lâché une larme, et oui, parce que c'était vraiment bien fait, et genre 10 minutes sur cette mort, c'était bien fait, bien prenant. La vérité, cette saison était une réussite. Donc on va voir si, alors entre pour la saison 6, je vais pas m'ennuyer, mais pour l'instant, The Undead fait quand même un beau parcours. Ça s'est coupé trop tôt, mais je voulais dire, donc c'est tout pour la partie série ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour d'autres séries, ou sur d'autres parties de cet épisode-là. Allez, Komorebi out. Et nous voilà sur la partie cinéma de cet épisode de juin, de Komorebi raconte sa vie. Ce mois-ci, nous allons parler de 2 films, donc n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire, ou est-ce que vous pensez d'autres films que vous avez vus et dont je vais pas parler. Allez, d'abord je suis allé voir Détective Pikachu, le film Pokémon avec Pikachu détective, et oui, évidemment. C'est un film qui est franchement très très bon, un film familial qui se voit sans modération, parce qu'effectivement il est drôle, il est épique, il sait être touchant quand il le faut,
C'est une enquête policière, donc le fait d'avoir les indices petit à petit qui va de mieux comprendre l'univers, ce qui s'est passé, c'est un cas habituel, mais c'est très bien fait. Même tellement bien fait niveau indice qu'on sait déjà à l'avance qui est le grand méchant et ce qui était devenu au père du héros, mais ça n'empêche pas de prendre son pied et de kiffer le film comme jamais. Effectivement, donc le monde des Pokémon est regorgeant de vie et de logique de ce qui se passe. La scène du Monsieur Mime est extrêmement drôle. Le personnage principal est touchant et montre ce qu'il peut advenir dans le monde Pokémon quand on ne veut pas être progresseur, et ce qui est vraiment sympa. C'est une réussite quoi, je vois pas quoi dire de plus. Le film familial, parfait. Ensuite un autre film réussi, peut-être un peu moins familial, il s'agit de Parasite, donc c'est le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Et ben comment dire qu'il est juste succulent, comme un bon film qui se respecte. Parce qu'en fait, c'est une famille pauvre qui fait tout pour manipuler et mentir à une famille riche pour récupérer leur argent. Et en fait, le fait de voir ces mensonges être de plus en plus gros pour couvrir les mensonges précédents est juste jouissif. Genre toute la partie où la famille pauvre réussit son coup, tu vois, à mentir de plus en plus, c'est juste tellement, tu vois, épique et t'es tellement pris dedans, tu vois, dans leur mensonge, c'est trop bien. Mais dès le moment où ça part, dès le moment où il commence à rater, alors là, le film passe dans une autre catégorie, il est intergalactique quoi. Genre, c'est tellement jouissif de voir tout ça exploser après la mise en place qui a pris du temps et qui était vraiment dur, enfin sympa à voir. Là, tu arrives dans le vif du sujet et bam, tu les vois perdre l'espoir plus ou moins. Et puis la morale est belle, genre on apprend qu'en fait, assez logiquement, et le mieux dans la vie pour réussir c'est d'être honnête, c'est que comme ça qu'on peut y arriver, tu vois. Et franchement, ça c'est beau, le message. Parce que bon, ce film est trop bien, je vous conseille d'aller le voir. Mais ça peut être difficile étant donné qu'il est disponible dans très peu de salles et qu'il n'est disponible qu'en coréen, sous-titré français. Mais si vous avez le temps, vraiment ça vaut largement le coup d'y aller parce que des films comme ça, il n'y en a pas tout le temps quoi. Genre un film classique, tu vois, mais qui raconte un beau message et qui le fait de manière Je suis magistrale. également allé voir Toy Story 4, qui était tout à fait génial. Genre, on a le personnage qui continue d'évoluer, surtout Woody, qui a une putain d'évolution trop bien. On a des nouveaux personnages qui sont attachants directement et qui ont une belle histoire aussi. En fait, il faut un peu s'accrocher parce que, genre, le premier tiers, il te balance toutes les intrigues en fait qu'il va falloir résoudre, mais en fait, tu sais pas où elles vont te mener. Et voilà, donc en fait, ça correspond en fait au schéma mental de Woody, qui est perdu au début du film et qui trouve sa place en fin de film. Et du coup, tu vois, le fait d'être perdu puis de retrouver, de comprendre où est-ce que le film nous emmène, c'est la même logique. Bref, ce film est très drôle, très très drôle. Il est touchant, parce que du coup, à la fin, il fait presque pareil. Que dire, hein, c'est un film à aller voir, hein. Pas de soucis pour ça. Et voilà, je crois que c'est déjà tout pour la partie cinéma. Donc si vous voulez parler cinéma, l'espace commentaire est à vous. Ou on se dit au mois prochain pour d'autres cinémas. Sinon, allez voir les autres parties des épisodes, c'est des trucs qui vous intéressent. Allez, Komoribi, out. Bienvenue sur la partie roman. Ce mois-ci, il y a un seul roman, qui est, hop, Les Démons d'Hugo de Super Flame. Les Démons d'Hugo de Super Flame, donc voilà. Qui est le deuxième roman dans l'univers d'Andrew Bennett. Et qui est bien plus drôle et meilleur, je trouve, que la première histoire, donc le calendrier d'avoir la fin des temps. Mais donc la différence entre les deux romans nous permet bien de voir que l'univers d'Andrew Bennett va pouvoir nous livrer des histoires dans des univers et sur des thèmes très très différents. Ici, en fait, donc ça nous raconte l'histoire de 5 démons qui sont enfermés dans le corps d'un enfant depuis quelques temps. Et c'est très drôle parce que les démons font n'importe quoi, les personnages alliés c'est n'importe quoi. Cependant, il y a quand même un côté moins surnaturel avec les policiers qui sont là et qui ne peuvent pas faire grand chose finalement parce que du coup, c'est la seule touche de réel dans ce tout surnaturel. L'histoire, on ne sait pas où elle nous mène réellement. Il y a des rebondissements de malade. Il y a des promesses pour la suite de l'univers d'Andrew Bennett. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ouais. C'est un très bon roman,
bravo Super Flame, et très belle couverture de You. Ah, c'est déjà la fin de la partie roman de l'épisode de ce mois-ci. Peut-être au mois prochain pour une autre partie sur ça. N'hésitez pas à aller voir les autres parties de cet épisode-là. Et nous voilà enfin à la conclusion de cet épisode de juin 2019 de Komorebi raconte sa vie. Il y a pas mal de choses à dire. Du coup, n'hésitez pas à me donner l'avis sur les trucs, sur les trucs que vous avez vus et dont je parle dans cette vidéo en commentaire, ou même des trucs que j'ai pas vus pour vous donner envie d'aller les voir. Ça peut être malin. N'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer les épisodes. On se dit au mois prochain, peut-être. Non, au mois prochain sûr pour l'épisode 2. Peut-être avant pour une autre petite vidéo, je sais pas. Et on se retrouve aussi sur mon blog entre aujourd'hui et demain pour ma critique de Death Note. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et Komorebi out.